Merci, Monsieur le Président sortant. Une petite précision, elle est vice-président du groupe Chasse. Du groupe Chasse. Merci, Monsieur le Président. Je salue l'ensemble des administrateurs présents, l'ensemble des collègues élus également, et toutes les personnes présentes, les collègues maires aussi. J'ai aperçu mon collègue Jean-Marie Petit, maire de Villers-Brouage, et d'autres aussi tout à l'heure. On a la lumière dans les yeux, j'ai peut-être pas vu tout le monde. On se verra après. Je suis ravi d'être là ce matin. Vraiment, je suis très content de ce que j'ai pu entendre, à la fois sur vos motivations, à la fois sur la prise de conscience de ce qui peut être changé, la nécessité de faire toujours plus de pédagogie, et puis de l'analyse surtout que vous avez sur votre place dans la société. C'est fondamental à plusieurs titres, et je voudrais vous dire quelques mots du travail et de la vigilance qui est mené au sein du groupe Chasse du Sénat, qui est un groupe évidemment, comme souvent au Sénat, transpartisan, où les choses se passent vraiment de manière transpartisane quand on est concentré sur un sujet. Pour tout vous dire, c'est tellement transpartisan, on en était presque un peu embêté. On a un sénateur écologiste au groupe Chasse. Au début, quand on s'est réunis, on s'est un peu regardé comme ça. Non, il a envie de comprendre un ou deux aspects. Je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord sur tout, mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de dire les choses franchement. Puis je voudrais vous dire un petit mot aussi des enjeux locaux en Charente-Maritime qu'on a actuellement et puis peut-être dans les mois qui viennent. D'abord, d'un point de vue législatif, vous devez être assuré du fait que l'ensemble des sénateurs qui sont concernés par ce sujet-là a été extrêmement vigilant et reste extrêmement vigilant sur l'initiative qui a été lancée il y a 2 ans, qui est maintenant permise par une réforme constitutionnelle de la fin des années 2000 sur la question du référendum d'initiative citoyenne, et notamment sur le fameux RIC Chasse, qui en fait a plus été un coup de pub qu'autre chose pour essayer de faire ce que vous avez dénoncé tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de propagande et finalement une bataille de communication sur des aspects de chasse qui, bien que visant ce qu'on appelle les chasses traditionnelles, et notamment la chasse à courre, mais notamment la chasse à courre telle qu'elle est pratiquée dans le nord de la France, on va dire au-dessus de la Loire, nous concerne quand même tous et concerne aussi la Charente-Maritime, parce que c'est une bataille de communication. Ce type d'initiative, de référendum d'initiative citoyenne, demande en plus de la signature des citoyens d'avoir l'appui de 185 parlementaires, et nous restons extrêmement vigilants sur le fait de faire de la pédagogie auprès des parlementaires pour que ce nombre ne soit pas atteint et qu'on ne se retrouve pas à devoir batailler finalement avec des termes qui auront été posés par les anti-chasses dans le débat public. Et c'est pour ça que c'est important que vous puissiez, et que nous puissions tous ensemble, poser les termes tels que nous les voyons sur l'utilité de la chasse dans la société. J'y reviendrai en conclusion. Il y a un autre aspect national que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est la question de l'Office français de la biodiversité. Alors je ne vais peut-être pas être très objectif sur le sujet, parce que moi, avec l'OFB, ça a mal démarré. La commune dont j'étais maire et dont je suis toujours conseiller départemental, la commune de Marais-Brouage, a été désignée petite ville de demain avec tout un tas de promesses et de subventions sur les questions de requalification de centre-bourg. Et une des premières décisions qui a été prise, c'est de nous carotter 40 emplois anciennement de l'Agence française de la biodiversité qui ont été fondus dans l'OFB qui vont partir ailleurs. Alors, si vous voulez, l'OFB, j'ai pas une approche, je ne suis pas d'humeur câline quand on parle de l'Office français de la biodiversité, mais je ferme la parenthèse. Ce qui est important au sein de l'OFB, c'est qu'on ait toujours un œil attentif sur le fait, puisqu'ils sont en réserve, ils ne sont pas là aujourd'hui, donc on en parle sans les mettre mal à l'aise et d'autant plus aisément. Il ne faut pas que faut pas que ceux qui sont issus de l'ONCFS se fassent bouffer par les autres. Ben oui, je sais. Mais c'est un élément fondamental de bataille interne, et il faut être très vigilant au Conseil d'administration nationale de l'OFB sur ces sujets-là. Et croyez bien qu'on regarde les choses de près, avec un peu de regret quand même, parce qu'il est clair que l'orientation donnée n'est pas une orientation avec l'esprit qui était celui de l'ONCFS, et notamment tel que l'ONCFS a pu être présidé par d'illustres présidents de fédés de chasse, et notamment du côté de la Gironde. J'ai une pensée pour notre ami Henri Sabaro, qui a fait un gros et bon boulot. Et donc, il faut faire très très gaffe à ça aujourd'hui. J'ajouterai à ça qu'il faut être vigilant, et je le dis pour vos administrateurs, sur le fait qu'aujourd'hui, on a une espèce d'autonomisation de ces grands offices ou ces grandes agences de l'État qui ne répondent même plus à leur ministre. C'est-à-dire qu'au sein d'une structure comme l'OFB, ce sont les directeurs qui sont tout puissants. Et la ministre, elle compte les balles, elle regarde passer les balles, et elle se comporte trop souvent, je
parle pas forcément de Pompili, mais notamment de sa secrétaire d'État, quasiment comme une chargée de communication de son ministère plutôt que comme une ministre. Donc soyez vigilants là-dessus, en tout cas nous le sommes en tant que parlementaires et autant que possible. Il y a d'autres sujets qui concernent moins la Charente-Maritime, mais j'ai entendu tout à l'heure, Monsieur le Président, ce que vous avez dit sur les chasses traditionnelles, notamment dans le sud-est, et je comprends bien que c'est avec une volonté de solidarité entre les différentes régions et les différentes pratiques de chasse, même quand vous n'êtes pas concerné, j'allais dire, égoïstement, vous faites cet effort-là. Il y a notamment des questions liées à l'engrillagement, qui est une vraie plaie. On parle même maintenant de solenisation pour désigner le phénomène. Donc même si nous, par définition, et notamment sur nos espaces de zone humide, on n'est pas concerné, il faut aussi qu'on soit solidaire de l'ensemble du monde de la chasse dans le reste de la France pour que, d'un point de vue législatif, on puisse accompagner les limites qu'on met à cette transformation de l'espace. Parce que finalement, l'enjeu principal, c'est le rapport à l'espace et c'est le rapport au territoire de manière générale et concrète et quotidienne. Et ceux qui expliquent qu'ils ne sont jamais anti-chasse, qu'ils ne veulent pas supprimer la chasse, mais pas le week-end, pas les vacances, pas la nuit pour certains, pas la chasse de nuit telle qu'elle peut se pratiquer, notamment dans les zones humides, et puis ça va se terminer au bout d'un moment, ça va être entre 8h et midi en semaine, les jours impairs. Il faut être très vigilant sur le fait que ces gens-là ne sont pas prêts à payer le coût pour la collectivité de l'aménagement quotidien du territoire s'il n'y avait plus une pratique de chasse qui amène à entretenir les espaces naturels. Quand je vois le temps qui est passé, soit par passion, soit quasiment par devoir, ou parce que c'est ce que vous avez envie de donner à la collectivité, le temps qui est passé à l'aménagement, même quand un espace n'est pas urbanisé, il est aménagé, à l'aménagement des espaces naturels, et le temps que vous donnez, la société en elle-même est incapable de payer ce prix si ce n'était pas vous qui le faisiez tel que vous le faites aujourd'hui. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut vraiment avoir des actions de communication et de pédagogie. Je prends juste un exemple tout bête, dans le marais-brouage, s'il n'y avait pas l'entretien du marais-brouage, l'entretien des chenaux, des canaux, de la bonne circulation de l'eau, je n'ose même pas imaginer ce qu'on devrait payer tous les ans sur la question de la démoustication. Ça, vous prenez un exemple comme ça, vous l'expliquez aux touristes et ça passe tout de suite beaucoup mieux. Donc il faut continuer à avoir une vision où on est vigilant sur la question d'une espèce de privatisation générale du domaine public qui peut se manifester par des projets de péage inutiles, qui peut se manifester par des questions, des espèces de mise sous cloche. Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, la question des parcs. Il faut être vigilant sur ces aspects-là. Il y a des parcs sur lesquels vous êtes aux premières loges pour pouvoir gérer, pour avoir votre mot à dire, pour continuer à chasser, pour préserver les modes de vie. C'est la raison pour laquelle il y a quelques projets, dont le projet de parc naturel régional sur les zones humides autour du marais de Brouage de la Seudre, peut-être bien de l'estuaire de la Gironde ou des marais nord de Rochefort. Puis vous avez d'autres projets comme les parcs nationaux sur lesquels là, quand il y a une activité qui est préalable, il faut savoir se battre et dire non. Je vous précise, je vais vous donner une information aujourd'hui que vous n'avez peut-être pas, qu'au mois de février, le ministère, le secrétaire d'État de la biodiversité, dans son annonce d'un nouveau plan national sur les zones humides, était à deux doigts de nous ressortir à nouveau, ce qu'ils avaient fait en 2011, sur l'idée qu'ils allaient cibler des candidatures en France d'endroits qui pourraient, s'ils le souhaitaient, candidater au fait de devenir parc national des zones humides. Bon, quand j'ai entendu ça, on les a rattrapés par le col, on leur a expliqué que s'ils faisaient ça, ils allaient entendre parler de nous. Mais le plus effarant là-dedans, c'est qu'ils n'avaient pas en mémoire ce qui s'était passé en 2011 dans ce département, et ça leur semblait même comme nous faire un cadeau que de dire vous pourriez candidater, mais vous n'êtes pas obligé. Non, on ne veut pas en entendre parler. C'est aussi simple que ça. Donc il faut rester très vigilant parce que vous avez des gens qui tout simplement ne savent pas ce que c'est que la réalité du territoire. Il ne s'agit pas d'être à Paris, vous pouvez être à Paris pour ça. On peut aussi vivre en province et ne pas mesurer l'importance de mettre fin à ces mises sous cloche et à ces tentatives de privatisation des espaces publics. Deux autres sujets dans le département. Vous pourrez compter, je pense, sur l'appui de pas mal de gens, je ne serai pas le seul, sur la question, qui évidemment n'est pas l'activité principale de la chasse en Charente-Maritime, mais sur la question de la chasse sur le domaine public maritime. C'est un excellent exemple du fait que, c'est pas parce que les gens visent mal, mais il n'y a pas énormément de prélèvements. Il n'y a quasiment pas de prélèvement. C'est un mode de... S'ils visent mal, ça c'est pas gentil. Je ne sais pas de quelle commune vous êtes, mais on ne répétera pas. C'est pas le sujet, mais à un moment, quand l'enjeu principal c'est la décarbonation, c'est la question du réchauffement, c'est tout ça,
le fait de savoir si on prélève ou pas sur le domaine public maritime, comme on le fait depuis des dizaines d'années, ça ne devrait même pas être un sujet. Et donc, sur le renouvellement des baux, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant en 2023. Vous pourrez compter sur nous aussi, parce qu'on est là quand même sur un secteur où, au bout d'un moment, il ne faut pas que ça aille tout le temps dans le même sens. Moi, je note par exemple que sur la réserve d'Yves, il y a eu une intelligence collective au départ, consistant à dire qu'on comprend qu'il faut compenser la digue, etc. On ne peut pas toujours rester figé en l'état. Et il y a eu une acceptation assez générale et sous votre contrôle, y compris de la fédération, de dire qu'à un moment, il faut trouver un modus vivendi, il faut compenser. Il suffit que vous mettiez le doigt dedans, pardon, pour vous retrouver avec une compensation qui est sans commune mesure avec la réalité de ce qu'il y avait à compenser. Donc là aussi, je me suis permis de déposer un avis défavorable à l'enquête publique, à titre personnel, en ma qualité de sénateur, mais de déposer un avis défavorable sur cet aspect-là des choses, parce que comment voulez-vous que le dialogue puisse se faire quand on se retrouve toujours mis devant le fait accompli de cette façon-là? Et je pense que dans ce sujet-là, y compris les domaines de l'État en Charente-Maritime avec qui on travaille très bien sur tout un tas de sujets, mais sur cet aspect-là, il y a eu un travail avec les services de l'État qui n'a pas été honnête. Donc il y a ces deux points de vigilance qui sont importants. J'en terminerai en vous disant, outre les aspects nationaux, outre les sujets qu'on a en Charente-Maritime, que de manière générale, il faut se battre pour que la chasse ne soit pas vue, et que le monde rural surtout ne soit pas vu comme l'arrière-cour récréatif du monde urbain. L'aspect, merci, de la famille, merci quand même. L'aspect le plus important à comprendre dans tout ça, moi ce qui m'intéresse dans la chasse, je ne suis pas chasseur. C'est pas ce que je fais le dimanche matin. Ça m'arrive d'aller voir un peu ce qui se passe. On a eu le plaisir, je cherche, voilà, et je le remercie à nouveau. J'ai passé un moment formidable. Je remercie Monsieur Boutreau. On était dans la cour il y a 3 semaines de ça. On a aperçu la chevrette, mais vous l'avez aperçu de loin, vous ne l'avez pas chopé. Hein, voilà, c'est pareil. Néanmoins, on l'a aperçu à un moment. On a passé une après-midi extraordinaire à la chasse à court. J'ai emmené mon gamin pour tout vous dire. Donc maintenant, moi, je ne chasse pas le dimanche matin. Je crois que je vais être obligé de me coller à un certain nombre de trucs parce que non seulement il peut retourner, mais alors quand je vais expliquer le reste, maintenant il veut aller à la chasse à la tonne, donc il va falloir qu'on attende pour aller à la chasse à la tonne. Il a 11 ans, donc ça y est, j'ai mis le doigt dedans et je vais devoir mettre de côté moi certaines activités. Mais ce qui compte, c'est de comprendre, ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est l'aspect social de tout ça. Il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé là-dessus, ce sont des choses qui sont connues sauf par les gens qui n'ont pas envie de le voir. Il n'y a pas une distinction entre le rural et l'urbain. Il y a une question de fraternité républicaine. Il y a énormément d'urbains qui gardent comme lien avec les territoires sur lesquels ils ont grandi, ou avec leur enfance, ou avec les modes de vie qu'ils ont connus, ils le gardent par le biais de la chasse. Et ça, c'est extrêmement important pour la cohésion républicaine. Vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président. Ne vous laissez pas réduire, et si je me permets, faites attention quand vous êtes sur des questions d'identité, et de dire que vous êtes sur des pratiques qui sont identitaires, ne vous laissez pas enfermer là-dedans parce que c'est piégeux. Ce n'est pas une question d'identité rabougrie, c'est une question de participer à la vie de la société de manière générale, et en plus de donner de votre temps, peut-être beaucoup plus que ceux qui expliquent qu'il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Faisons attention aussi aux histoires de gros sous. Il y a des financiers derrière tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse également dans la question de la chasse, c'est la résistance aux grands mouvements financiers mondiaux. Quand vous avez Xavier Niel qui signe avec d'autres la question du référendum d'initiative citoyenne, ou qui rentre dans les questions anti-chasse ou vegan, tout le monde a le droit d'être vegan, hein, chacun mange ce qu'il veut, il n'y a pas de problème là-dessus, mais qui rentre de manière activiste là-dessus, c'est aussi que ces gens-là, ils ont derrière en tête de nouveaux modèles industriels qui peuvent leur rapporter beaucoup d'argent, et produire de la viande sans viande, c'est quand même une hérésie la plus totale, parce qu'on se coupe de l'idée qu'à un moment, ce qu'on mange, il faut le produire et puis parfois il faut le tuer aussi, et que ça fait partie de la vie. Donc en fait, ces gens-là n'aiment pas la vie. Et c'est là qu'il y a un aspect très intéressant dans toute l'activité chasse. Donc je vous remercie pour cette grande vision républicaine que vous offrez, pour cette volonté aussi de balayer devant votre porte et de faire le ménage chez vous. Je sais que sur la Société nationale de Venaison, ils font du ménage sur la question de la chasse à courre quand c'est trop près de l'urbain. Vous avez parlé des questions de sécurité, vous avez parlé de tout un tas de sujets où vous vous montrez extrêmement raisonnable. Donc continuez comme ça et vous aurez toujours des gens pour vous soutenir, mais surtout, faites de la pédagogie et montrez que finalement, ceux qui ont le plus compris ce qu'était la nature, ce qu'était la société, ce qu'était le lien entre les gens, c'est pas forcément ce qu'on comprend.